Allez, à bientôt. Une arme lisse, c'est une arme dont le lame à l'intérieur est cylindrique et qui est destinée à tirer de la grenaille de plomb et de la grenaille d'acier maintenant, et occasionnellement des balles. À l'origine, la première arme qui a été conçue, une arme à feu, ça a été une arme destinée à faire la guerre. Je crois, si j'ai bonne mémoire, que c'était le bâton à feu. Alors, fatalement, si on a vérifié l'efficacité d'une arme pour faire la guerre, on a forcément vérifié et validé l'efficacité, si vous voulez, d'une arme pour chasser. Donc voilà, donc il y a une application, si vous voulez, de l'arme de guerre pour la chasse. Les premières armes de chasse, autour des années 1600, 1500, 1600, quoi, les premières armes de chasse, avec les arquebuses notamment. Alors il existe trois principaux fusils en canon lisse. Il y a le fusil juxtaposé, canon disposé, donc d'une façon juxtaposée. Là, superposé. Les deux canons sont superposés. Et là, on est sur un automatique. Alors l'automatique, c'est un seul canon, c'est un monocanon. Là, ici, vous avez une crosse anglaise qui peut être droite là, ou légèrement galbée, ou très galbée. Alors, ça dépend. Ça dépend des styles. Voilà, là, on est sur une crosse anglaise, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune poignée, qu'elle soit demi-pistolet ou pistolet. Là, vous avez une crosse pistolet, c'est-à-dire que la poignée est très prononcée sur la crosse pistolet. Voilà. Et vous pouvez avoir des crosses pistolets, parce qu'il y en a qui disent quand il y a une boule, c'est une crosse demi-pistolet. Mais non, vous pouvez avoir des crosses pistolets à boule ici, ou des crosses pistolets, vous savez, avec un méplat ici, style calotte, ou vous pouvez avoir des crosses demi-pistolets avec méplat. Donc en fait, c'est le galbe de la poignée plus ou moins prononcé qui la classera en crosse pistolet ou en crosse demi-pistolet. Et là, on a une crosse pistolet qui est très prononcée, vous voyez, qui peut être éventuellement une crosse pistolet à boule. Alors, calibres principaux, aujourd'hui vous avez le calibre 12, le calibre 16 c'est pratiquement, c'est un calibre totalement désuet et qui est abandonné puisque vous avez pratiquement plus de fabricants en calibre 16 et vous avez le calibre 20. Et maintenant viennent des calibres, des petits calibres un peu marginaux mais qui prennent quand même qui gagnent sur le marché de la chasse, et notamment des calibres 28. Le chasseur recherche, si vous voulez, pour certains, une arme plus fine, une arme plus légère, donc on va vers du calibre 20. Et puis on recherche un peu la difficulté, puisqu'il y a moins de plomb, la gerbe est plus étroite, et à la limite, ça répond aussi à une certaine éthique de la chasse. Le calibre, en fait, c'est une expression empirique, si vous voulez, qui nous vient, une expression anglaise, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait défini le calibre, c'était le nombre de balles sphériques que l'on pouvait emmancher dans un canon lisse à partir d'une ancienne livre anglaise, donc 489 grammes. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de cette ancienne livre, on pouvait emmancher dans un tube 12 balles sphériques en plomb. Et on a déterminé que ce serait le calibre 12, qui aujourd'hui se décline dans un diamètre variable autour de... Ils sont un peu suralésés aujourd'hui, autour de 18,5, 18,7, 18,9, voilà. Donc, et après, il y a eu le calibre 16, donc 16 balles sphériques. Il y a eu le calibre 20, 20 balles sphériques à partir de cette même ancienne livre anglaise. Et puis calibre 24, calibre 28, calibre 32, calibre 36, etc. Alors voilà, donc je vais vous décomposer une arme en démontage chasseur. Là, vous avez le devant, ce qu'on appelle le devant ou la longuesse. Les Belges disent la longuesse. À Saint-Étienne, on disait le devant. Voilà, donc qui se compose, il y a deux parties, le devant fer, là, et le devant bois. Les canons, pour un superposé. La bascule, avec sa crosse. Alors, il n'y a rien d'autre qui se démonte en démontage chasseur. C'est-à-dire que le chasseur, lui, ça se limite à ça. Éventuellement, il va démonter les chocs interchangeables qui sont ici, voyez, sur lesquels on peut voir des petits codes barres, et le nombre de barres définit la valeur du choc. Il y a 5 chocs, le lisse, le quart, le demi, le trois quarts et le full. Là, vous voyez une réglette d'acier qui a été insérée dans l'aluminium, ça s'appelle le tonnerre.
Là, vous avez les sphères de percuteurs, les deux canaux de percuteurs ici. Là, vous avez la clé. Là, vous avez le poussoir de sûreté avec le sélecteur, vous voyez, qui bascule d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est le sélecteur, en fait. Et la mise en sûreté est ici. Là, ici, vous avez le ponté. Voilà. Et là, vous avez la détente, qui est une monodétente. Le diamètre d'âme, vous voyez, 18,7 suralésé par rapport à avant, où il y avait des diamètres d'âme de 18,2, 18,3, 18,4. Là, 18,7. Et ici, vous avez une fleur de lys. C'est le poinçon spécial qui valide le tir de l'habit d'acier. Voilà. Alors, une platine, c'est cette partie-là de la mécanique qui permet de fixer tout le mécanisme, la platine. À l'inverse, si vous voulez, de ces systèmes à merlès, là, où le mécanisme, lui, est à l'intérieur de la bascule, et non sur le côté, mais à l'intérieur, ici. Donc, chien intérieur. Voilà une platine avec tout son mécanisme à l'intérieur, vous voyez, voilà. Et par contre, l'automatique, bon, bah là, c'est totalement différent puisque le système de mécanique est sur une sous-garde ici. Voilà, tout le mécanisme est sur une sous-garde et puis ensuite, vous avez une culasse mobile, quoi. Alors, pour la mise à conformation, on va utiliser un fusil conformateur, un fusil qui a été conçu et fabriqué ici pour servir justement la conformation par rapport à la morphologie et à la façon de tirer du client. Ce fusil à projection laser nous permettra d'apprécier différentes, donc la longueur, la pente et le dévers, les trois valeurs principales, si vous voulez, d'une crosse, hein, de façon à servir une bonne conformation pour donner au client toutes les chances de tirer correctement. Alors là, pour ce faire, nous avons inventé et fabriqué un fusil conformateur à projection laser, qui est celui-ci. Alors, vous êtes droitier, gaucher? Gaucher. Gaucher, d'accord. Ok. Donc déjà, ça va nous donner une indication sur la longueur de la crosse. Donc là, autour de 380 pour une indication, oh, la moyenne, hein. Donc là, je vais régler, là, ici, mon fusil conformateur. Là, parfait. On y va. Merci. Voilà, je vais éteindre complètement. Vous épaulez, vous tirez. Désépaulez. Ok. Tirez. Désépaulez. Premier constat, là vous avez tendance à tirer systématiquement sur la droite. Complètement, oui. Vous êtes gaucher. Donc là, je vais commencer à mettre un peu de dévers à gauche et je vais voir, suite à ce dévers, la qualité de votre tir et l'influence que ce dévers a sur votre tir. D'accord? D'accord. Là, voyez, tantôt c'est un petit peu haut, tantôt c'est un petit peu bas, mais la moyenne, elle est parfaite. Voilà. C'est très bien. Donc là, on peut faire un essai maintenant avec un petit faisceau de lumière, mais attention, je vais aller beaucoup plus vite. Okay. Vous reculez un petit peu, d'accord. Je vais vous mettre un peu de lumière à votre niveau, et attention, je vais forcer le rythme. Pas de problème. Ok? On y va. Là, je suis allé très vite, et en allant très vite, eh ben, je vois qu'il y a une très bonne homogénéité, si vous voulez, des résultats. Là, c'est parfait. Je vais faire un relevé de couches et je vais reporter autant que faire se peut la valeur de ces couches, à savoir la longueur, première chose, la torsion de la plaque de couche, on verra aussi, la pente au busque, la pente au talon, d'accord, et le dévers. D'accord. Et ces valeurs-là, je vais les reporter sur le fusil de votre choix. Voilà. Alors, on va disposer le fusil à la presse pour servir le dévers qui sera de 8 mm à gauche. Je vais me servir de ce patin-là, vous voyez, de cette vis pour mettre en pression et commencer à déverser à gauche ma crosse. Je laisse une bonne heure chauffer, ramollir mon bois et ensuite j'exercerai une déformation ici de façon à déformer, si vous voulez, à cintrer la crosse sur la valeur que nous avons relevée sur le fusil conformateur pour servir la conformation de cette arme pour qu'elle soit bien adaptée au client.
Donc dans l'ordre des calibres, si l'on commence en arme lisse dans les plus petits calibres, hormis le 9 mm Flaubert où je fais l'impasse, on démarre directement avec les percussions centrales à partir de la petite 12 mm. Donc une 12 mm, pour donner un ordre d'idée, on peut charger jusqu'à 8 grammes. La 12 mm Magnum, appelée aussi 410, donc là on peut monter à 20 grammes de plomb. Une petite 14 mm, où là on monte avec une charge de 14 grammes. L'ancien calibre, le calibre 24, où là on trouve des charges de 20 grammes. Le calibre 28 qui revient de plus en plus sur le marché, donc là où on oscille dans des charges de 21 à 24 grammes. Le petit calibre 20 où on tourne dans une charge 70 à 28 grammes de plomb. Notre ancien calibre 16 où on tourne avec des charges de 32 grammes. Calibre 12 chambré 70, donc là on tourne à 36 grammes. Et une chambrée 65, on redescend à 32 grammes. Et en mini magnum, 42 grammes. Ensuite, les cartouches dites magnum, chambrée 76, où là, selon les fabrications, ça va tourner de 50 à 54 grammes. Et enfin, les super magnum, qui sont apparus sur le marché, mais ça fait que 3 ou 4 ans, où là, on monte avec des charges de 63 grammes. Le plomb le plus gros autorisé, donc c'est le plomb numéro 1. Donc un plomb numéro 1, on commence à un diamètre de 4. Et après, pour aller au plus petit dans nos régions, le plomb numéro 10, qui sert principalement pour la grive, à la rigueur bécassine ou bécasse, un plomb numéro 10, on descend à 1,75 de diamètre. Alors après, ce qui est intéressant à savoir, c'est le nombre de grains, pour voir un petit peu la différence. Donc si on prend une 36 grammes en plomb numéro 1, vous allez avoir 95 grains. Alors qu'à l'inverse, si on prend le plus petit, un plomb numéro 10, on arrive à 1161 grains. Donc c'est vrai que des gens seront toujours tentés de dire, bah oui, il vaut mieux 50 petits plombs dans une bête qu'un seul. Je suis d'accord, mais tout dépend après les distances. Parce qu'après, il faut bien accepter qu'avec du petit plomb, vous pouvez arriver à déplumer, à blesser et puis à faire souffrir notre gibier et c'est tout. Tandis qu'un gros plomb, d'accord, l'animal va peut-être en prendre que 2 ou 3, mais ils vont être plus cassants et plus meurtriers. C'est pour ça qu'avec une super magnum, les gens qui font de l'affût, aussi bien canard, gibier d'eau, aussi bien les gens qui aiment bien le pigeon opposé, c'est vrai que des cartouches magnum peuvent permettre des fois d'arriver à avoir une gerbe donc plus garnie, et donc arriver à se faire plaisir, à avoir 1 ou 2 ou 3 oiseaux à la fois. Donc là, voici une douille, donc composée de la partie tube, et la partie culot, et la partie amorce. Et donc ensuite, vous avez les chambrages de marqués dessus. Chambrage 76, où ensuite, on peut trouver du chambrage 70, ou 65, ou 89. Alors, les chambrages des fusils, donc à l'heure actuelle, ce que les gens ont tous, vous avez par exemple en calibre 16, les chambrés 65 et les chambrés 70. Donc, en gros, jusqu'aux années 50-60, vous aviez principalement que des chambrés 65 et après est apparu le chambrage 70 qui a permis d'augmenter un petit peu les charges dans les cartouches. Donc, le chambrage, c'est uniquement un cône que vous avez dans votre canon qui permet le déploiement de la douille jusqu'à 65 mm ou jusqu'à 70 mm ou jusqu'à 76 ou jusqu'à 89. Donc vous aurez toujours des gens qui vous disent « Oui, moi je tire des 70 dans le vieux 65 ». C'est assez risqué et péril, il peut en tirer 500, 1000 et la 1001e, l'acier n'aura plus d'élasticité et il peut faire gonfler ou éclater son canon. Donc le fonctionnement de la cartouche, on a d'abord ce qu'on appelle la percussion de l'amorce, qui va donner l'explosion de la matière détonante dans l'amorce, qui va donner l'inflammation de la poudre. Et l'inflammation de cette poudre va produire un gaz qui va augmenter la température et qui va augmenter la pression pour propulser la charge de plomb et la bourre à l'extérieur du tube. Alors, au point de vue bourre, donc vous avez les bourres dites croisillons. Donc c'est un petit croisillon qui vient se poser sur une petite bourre grasse, sur lequel ensuite vient le plomb.
Ici, la fameuse bourre Aerix dispersante. Vous avez ensuite les bourres fibres, donc qui peuvent être de différentes couleurs, hein. Vous avez les bourres grasses liège et cire. Et ensuite, les bourres à godet, dites bourres à jupe. Dans les bourres à jupe, vous avez différentes fabrications qui permettent d'obtenir des gerbes plus larges ou moins larges selon le style de soudure des ailettes des bourres à jupe. Vous avez ici une bourre qui va dite dispersante, donc qui va éclater plus rapidement que la bourre à godet. Cette bourre-là, ce sont ces lamelles-là qui vont éclater et qui libèrent la gerbe à la sortie du canon. Donc en plomb, donc il y a des plombs sphériques, standards. Vous avez le plomb dit cubique, donc c'est des plombs très très irréguliers, taillés un petit peu en carré. Vous avez le plomb disco, donc ça généralement c'est utilisé dans des cartouches standards 32 grammes, soit pour les gens qui ont encore le droit de faire du furetage, des gens des fois à la bécasse ou autre, mais en prenant soin de faire très très attention car c'est des cartouches qui étalent très très rapidement. Hein, du cubique ou du disco, ce sont des cartouches pour tirer entre 0 et 15-16 mètres. Donc c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention à nos amis des chiens. Et après, dans les duretés de plomb, vous avez le plomb durci. Vous avez ensuite le plomb dit nickelé, qui lui donne un aspect brillant. Donc c'est un revêtement superficiel qui donne une dureté superficielle. Et le plomb super durci laitonné, qui donne une couleur, si on les met vraiment les uns à côté des autres. Donc plomb nickelé, plus brillant, plomb durci standard et plomb super durci. Un plomb standard, vous allez être à 2 ou 3% d'antimoine. Un plomb super laitonné, comme dans la KL, comme dans la BT41, comme dans la Verbo, des plombs très très durs, là, vous montez quand même à 8% d'antimoine. Donc en gros, le plomb super laitonné à 8% d'antimoine, c'est ce que vous avez de plus dur à l'heure actuelle sur le marché. Selon l'origine du plomb, si c'est du plomb espagnol, du plomb italien, du plomb vendu sur le marché français, vous pouvez avoir différentes appellations. Si on prend des plombs espagnols, l'appellation super durci, ils ne connaissent pas. Généralement, ils s'arrêtent à 3 ou 4% d'antimoine. Donc pour avoir du plomb super durci vraiment à 8% d'antimoine, obligatoirement transformé sur le marché français. Et des fois, il peut y avoir une petite amalgame par rapport à certains fabricants, parce que l'appellation est bien super durci si c'est du plomb italien, oui, tout à fait, ou espagnol, mais qui n'est que du super durci à 3 ou 4% d'antimoine, et pas à 8%. Dans les seuls produits de substitution pour arriver au plomb et même être un peu supérieur, c'est des produits qui sont presque à 100% tungstène, bronze, et des fois un petit peu d'acier, où là on arrive à obtenir la même densité que le plomb ou être même un petit peu plus lourd que le plomb, et là on arrive aux mêmes trajectoires, aux mêmes portées. Le seul inconvénient, c'est le coût de la munition, bien sûr. Mais après, tout ce qui est acier, tout ce qui est zinc étain, tout ce qui est des fois mélange de deux composants ou autres, ça ne veut pas dire, bah oui, vous avez une petite partie qui va être bonne, mais l'autre qui est plus légère. Le zinc étain, le seul gros avantage que ça a, c'est que vous pouvez le tirer dans n'importe quel chocage. Donc même des gens qui ont des anciens fusils non éprouvés acier peuvent se permettre de tirer du zinc étain pour être en règle en zone humide, mais en acceptant la même puissance, peut-être un petit peu mieux, parce que étant donné que ça accepte le chocage, donc un petit peu mieux que l'acier, mais avec un coût toujours supérieur aussi à l'acier. Donc après, dans les poudres, vous avez différentes formes de paillettes de poudre. Et donc la SNPE a élaboré des poudres pour des charges de 28 grammes, pour des charges de 24 grammes, pour des charges de 36 grammes, où vous n'avez pas la même inflammation de la poudre pour arriver justement à gérer les problèmes de pression. De toute manière, le but du jeu pour tout encartoucheur à l'heure actuelle, c'est d'arriver dans une qualité de cartouche pour être en gros entre 395 et 405 mètres secondes. C'est ce que tout chasseur veut pour être régulier. Et ça, donc, c'est obtenu justement selon les différents types de poudre. Parce qu'obligatoirement, on ne va pas mettre le même type de poudre dans une Magnum 53 grammes que dans une petite 28 grammes. Mais ça ne veut pas dire que la Magnum ne va pas sortir, elle, quand même, à 395 mètres secondes. Donc ensuite, une cartouche, vous pouvez avoir différents sertissages.
Là, on part sur un sertissage étoile. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des sertissages ronds, qui sont soit fermés avec du liège, ou soit avec un liège cartonné. Il faut faire très attention maintenant aussi avec la nouvelle législation pour les zones humides avec les billes d'acier, où là, il faut que les gens respectent bien les chocages qu'on leur conseille. Le gros problème de l'acier, c'est que ça n'accepte aucune déformation. Hein? Donc la seule protection dans un fusil par rapport aux billes d'acier, ce sont les bourres longues et hautes qui vont accompagner la gerbe jusqu'à la sortie. Donc il faut que les gens arrivent à comprendre qu'une bille d'acier, je dirais, plus votre canon est lisse, plus la gerbe va être régulière. Dès que vous allez avoir un rétrain au bout du canon, vous allez avoir un effort qui se produit là-dessus. Donc l'effort, bon, c'est l'épaisseur de la jupe qui va l'emmagasiner, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si la personne met un plein choc, donc 10 dixièmes de serrage au lieu de 5 dixièmes, ça veut dire qu'il faut que la bourre soit capable d'avaler les 10 dixièmes. Sinon après, c'est les billes d'acier qui viennent frotter sur le canon, et donc ça peut créer une usure prématurée ou une déformation. Ce que nous allons faire ce matin, c'est de vérifier les différentes gerbes qu'on obtient avec un fusil à choc interchangeable. Pour se rendre compte de la différence entre une gerbe lisse, une gerbe demi-choc, une gerbe plein choc. Pour cela, on va se positionner à 25 mètres et on va tirer une cartouche identique dans chacun des chocs afin d'en apprécier la gerbe. On essaiera aussi ensuite de prendre un petit peu de distance, de voir qu'à partir d'une certaine distance, c'est un petit peu hasardeux d'aller tirer. Et puis on comparera avec d'autres calibres, avec des chocs identiques, pour se rendre compte de la taille de la gerbe, voir s'il y a une différence. Donc on est à 25 mètres. Hein. On va commencer par le calibre 12, et puis on va prendre différents types de cartouches et surtout les différents chocs. Donc là, il y a 5 points, c'est un choc lisse. Donc je vais commencer par mettre une cartouche à bourre à jupe, hein, en numéro 7. Voilà, donc là on était à 25 mètres et avec un canon lisse. Vous voyez, on a une gerbe très large. Hein, on va d'ailleurs tracer un cercle de 76 cm. Pour se rendre compte de ce que ça représente. 76 cm, c'est parce que souvent les gerbes étaient faites par les Anglais, donc ils prenaient une cote en pouces qui correspond à 76 cm, tout simplement. Vous voyez, on a des plombs qui débordent largement, on va dire d'une vingtaine de centimètres, autour de ce cercle de 76 cm. Là, on va tirer à gauche avec le demi-choc. Ça va nous permettre de comparer les gerbes lisses et demi-choc avec la même cartouche. Demi-choc, 3 étoiles, 3 petits points. Là, on voit tout de suite qu'on a une gerbe qui est beaucoup plus concentrée déjà. Hein. Très peu de plomb en dehors, on en a un ici qui est sorti, hein, mais sinon très peu de plomb en dehors. On va dire que la gerbe fait 70 cm de diamètre. Hein. Donc là, on est en demi-choc. Hein, vous voyez, il y a une très grosse différence entre une gerbe lisse et une gerbe demi-choc. Là, on a mis 5 dixièmes de rétrain, 5 dixièmes de millimètre, et là, on obtient déjà une très bonne concentration. On va maintenant passer sur un plein choc, donc 1 mm de rétrain, et on va avoir encore une gerbe un petit peu plus serrée. Une étoile, plein choc. Toujours notre même cartouche, en 7, bourre à jupe. Vous voyez, on a une gerbe qui est vraiment au centre du cercle. Hein. Je dirais, on a presque un cercle de 50 cm, 50 à 55 cm, où on a une gerbe efficace à 25 mètres.
Alors on a toujours 2-3 plombs qui se baladent, mais ça c'est sur toutes les cartouches, vous les retrouverez. Mais là, le centre de la gerbe est vraiment très très efficace et très, très meurtrier. Là, on a vraiment une gerbe qui est faite pour tirer très loin. Là, j'ai gardé en référence la gerbe avec la bourre à jupe à 25 mètres, en plomb numéro 7, dans le demi-choc. Et puis on va tirer en demi-choc toujours, différents types de cartouches. On va commencer par une bourre grasse, on va tirer une bourre à jupe mais légèrement dispersante et une dispersante. Ça va vous permettre de rendre compte des rendus de gerbe qu'on peut obtenir en faisant varier cette fois-ci, non pas le chocage, mais la cartouche. D'une cartouche à l'autre, on va avoir des gerbes différentes. Voilà une gerbe obtenue avec une bourre grasse. On a une gerbe qui est homogène, mais qui est beaucoup plus large. On se retrouve avec un diamètre qui est proche du mètre. C'est pour ça qu'une bourre grasse est souvent beaucoup plus complaisante avec le tir. On a des résultats à courte distance qui sont meilleurs parce qu'on a plus large. Ça a quand même un petit inconvénient, la bourre grasse, il faut le savoir. C'est que dans une bourre à jupe, les plombs sont protégés tout au long du parcours dans le canon, donc ils ne frottent pas. Donc on a davantage de plombs intacts dans une bourre grasse. On a les plombs qui frottent sur le canon. Ça veut dire que parfois, on emplombe un peu les canons sont un peu plus compliqués à nettoyer. Et on a davantage de plombs baveurs, parce que comme ils frottent dans le canon, eh bien, on les use, on les déforme. Donc il y a des plombs qui partent un peu dans des directions plus aléatoires. On va essayer maintenant une cartouche dispersante. Alors celle-ci est une bourre à jupe, mais avec un plomb discoïde. Donc le plomb discoïde, c'est un plomb qui a été aplati. Donc on l'a aplati de façon contrôlée pour que dans l'air, il vole de façon un peu aléatoire. Et là, la gerbe va s'ouvrir beaucoup plus. Et vous allez voir qu'en tirant dans un demi-choc à 25 mètres, cette cartouche dispersante, je dirais c'est déjà trop loin. On va poudrer toute la plaque. Alors là, on a une gerbe vraiment très large. On a une gerbe qui fait 1m30, 1m40 de diamètre. On n'a encore pas trop de plomb baveur parce que ça reste une dispersante avec une bourre à jupe. Donc on évite les dispersantes bourre grasse là où on envoie trop de plomb partout. Mais on est déjà trop loin. On a des trous qui laissent passer beaucoup de choses là. Une dispersante, ça s'utilise, on va dire, entre 12 et 18 mètres. C'est la bonne distance pour une dispersante. Au-delà, il faut passer sur une cartouche traditionnelle, type bourre grasse, ou alors avoir un fusil qui est vraiment lisse, de manière à pouvoir tirer une cartouche à bourre à jupe. Et là encore, on va être un petit peu serré à 20 mètres en bourre à jupe. Donc là, je garde en référence mon demi-choc, et je vais reprendre la première cartouche qu'on avait utilisée, une bourre à jupe classique. Et on va essayer de se mettre à 45 mètres pour se rendre compte de ce que donne une gerbe à longue distance. Là, on est à 25, 30, 33, 34, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous entendez le décalage entre le tir et le moment où ça arrive? Ça veut dire qu'on est déjà loin. Vous voyez là, donc là on a notre résultat, même munition, 25 mètres, 45 mètres. On a quasiment 1m50, 1m60 de diamètre et on est vraiment très large avec des trous qui commencent à apparaître ici. Le tir devient aléatoire. On peut tuer à 45 mètres. Ça fait loin, on risque de blesser. En plus, il y a des corrections importantes. On a entendu que les plombs mettaient un certain temps à arriver. Ça veut dire que le gibier, il a le temps de se déplacer beaucoup. C'est pas facile. Alors, la gerbe, elle sort aux environs de 385 mètres par seconde. Et ensuite, la vitesse décroît au fur et à mesure que l'air la freine. Donc, la vitesse à l'impact, je ne vous la donnerai pas exactement, mais on s'en rend compte simplement par le diamètre des plombs. Vous voyez, on a un diamètre beaucoup plus net, alors qu'on avait un diamètre beaucoup plus éclaté tout à l'heure. Ça veut dire qu'ils arrivent beaucoup moins vite à l'impact. Pour tirer loin, il ne faut pas hésiter à tirer du gros plomb. Mais plus on tire du gros plomb, plus on a de trous. On a intérêt à tirer du plus gros plomb et on a surtout intérêt aussi effectivement à renforcer sa charge.
parce qu'on va créer des trous, donc il vaut mieux emporter plus de plomb pour garnir davantage la gerbe. Donc il va falloir tirer des 36 grammes, et voir si on veut vraiment tirer très loin, des cartouches Magnum qui vont emporter 46 ou 50 grammes de plomb, de manière à densifier la gerbe quand on tire loin. On va essayer maintenant de tirer une cartouche à billes d'acier, pour essayer de se rendre compte ce que ça donne en acier norme ordinaire numéro 7. Voilà, on a une gerbe qui correspond à peu près à notre demi-choc. Hein, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques. Seulement, on est en 7. Donc du 7 en billes d'acier, ça convient bien pour la bécassine, mais sur le canard, c'est vraiment trop limite. Donc il faut tirer plus gros. Il faut au minimum tirer 2 grains plus gros. Ça va nous faire, si on tirait habituellement sur le canard du 6, il faut descendre au 4. On va refaire une gerbe en 4 et là vous allez vous rendre compte que la gerbe est quand même beaucoup moins fournie. On a une belle gerbe, hein, on est en demi-choc, donc c'est très bien pour tirer du canard en demi-choc. Hein, avec une cartouche qui passe partout, il n'y a aucun problème. On a une gerbe efficace, 25 mètres. Seulement, on est sur un matériau qui est beaucoup plus léger, hein, beaucoup moins dense. Donc, le plomb 4, enfin l'acier numéro 4 va perdre sa vitesse un peu plus vite. Il faut des corrections différentes. Donc, passer 35 mètres, rajouter 25% de correction en plus de ce que vous aviez l'habitude de faire avec du plomb sur du canard. Et là, vous retrouverez des résultats tout à fait acceptables. Mais passer une certaine distance, passer les 40-42 mètres, là, on va chuter brutalement. Vous allez perdre brutalement de l'efficacité. Et c'est là que va se faire vraiment la différence. Vous voyez que la déformation n'a rien à voir. Hein. L'acier est beaucoup plus dur et se déforme à peine, même quand il est lancé à presque 350 mètres secondes sur une plaque d'acier. Quand il touche la plaque d'acier, il ne s'éclate pas du tout comme le plomb. Le fait qu'il s'écrase moins, il va avoir une pénétration qui va être malgré tout importante. Mais ce qui fait la différence, c'est la densité. C'est la faible densité qui fera qu'il va perdre sa vitesse et donc sera moins efficace à grande distance. Il ne faut donc pas hésiter à tirer des numéros plus gros pour garder des performances équivalentes et malgré tout rester assez serré parce que dès qu'on veut tirer loin, on se rend compte qu'il ne faut pas tirer en lice parce qu'on n'a pas de portée. Il faut garder des chocs assez serrés, quart, demi, voire 3/4 si on est en norme ordinaire. Et si on a un fusil qui est spécial éprouvé billes d'acier, pareil, demi-choc, c'est très bien pour tirer loin. On va faire maintenant un essai en calibre 20. Ça va nous permettre de nous rendre compte de la largeur de la gerbe d'un calibre 20. On reprend sur un type de cartouche équivalent, donc une 24 grammes, en plomb numéro 7, bourre à jupe. Le fusil, on prend un demi-choc. Vous voyez, on retrouve une gerbe très belle, très propre, hein, bourre à jupe, donc 25 mètres. Par contre, un petit peu plus étroite qu'en calibre 12. La différence, elle est là. Mais on a une gerbe qui est très efficace, bien dense au centre. Hein, ça nous fait une belle gerbe, mais plus étroite. On va essayer en calibre 28, toujours du numéro 7, mais cette fois-ci, on est à 21 grammes. On a une gerbe avec un petit peu moins de plomb, qui est aussi très très serrée. Hein, vous voyez, on retombe dans la diminution de la taille des calibres. Et pour avoir une gerbe à peu près équivalente, il faudrait tirer avec un choc un peu plus ouvert. Ou alors raccourcir légèrement la longueur des canons, nous permettrait aussi d'avoir éventuellement une gerbe légèrement plus ouverte. C'est vrai que certains se disent moi je vais chasser toute la saison et tous les gibiers avec la même cartouche. C'est un petit peu réducteur. Je pense qu'on peut mieux faire en adaptant parfaitement sa cartouche ou son choc au type de chasse qu'on pratique. Les armes lisses, pour faire simple, sont toutes classées en 5e catégorie, sauf exception. L'exception des armes lisses, c'est les fusils à pompe, qui sont interdits à la vente aujourd'hui. Et à l'exception aussi éventuellement d'une arme semi-auto ancienne génération, qui ne serait pas réduite à 3 coups de manière irréversible. Donc toutes les armes des armes à canon lisse sont classées en 5e catégorie. Donc les armes rayées sont également toutes classées en 5e catégorie, avec la particularité en plus d'être soumises à déclaration, comme les semi-auto à canon lisse.
En arme semi-auto, aujourd'hui, toutes les armes, que ce soit arme lisse ou arme rayée, en semi-auto, on est limité à 3 coups. Une dans le canon, plus 2 chargeur ou magasin, qui doit être fixe ou inamovible. La législation a changé en mai 1995. Pour les personnes détentrices d'une arme semi-auto avec chargeur amovible, exemple Brolin Bar ou Remington semi-auto ancienne génération, on avait un chargeur amovible. Les personnes qui ont déclaré, il y avait jusqu'à fin 95, fin 96, si ma mémoire est bonne pour déclarer, ces personnes-là, normalement, on leur a délivré une détention de 4e permanente. Donc qui leur permet de garder l'arme dans l'état et de l'utiliser, mais elles n'ont absolument pas le droit de le prêter et ni de la vendre. Donc classé en 4e catégorie, donc stockage obligatoirement dans un coffre et transport obligatoire dans une housse accompagné d'un verrou. Donc l'éventail des calibres en armes lisses vont du minima autorisé, donc 12 mm que tout le monde connaît, ou quand on est en 12 mm Magnum, ce qu'on appelle le calibre 410, ou encore le calibre 36. Donc le mini, c'est le 12 mm 410, appelé encore calibre 36, en passant par le 14 mm, calibre 28, etc. Et le maximum autorisé aujourd'hui est le calibre 10. Concernant l'acquisition d'une arme, la vente est libre, sous réserve d'être détenteur d'un permis de chasse validé en cours de validation, c'est-à-dire validé cette année ou de l'année précédente. C'est soit le permis de chasse validé, soit une licence de tir éventuellement, qui peut être licence FFT ou FFBT. Cas particulier du mineur donc, qui a son permis de chasse, il doit nous présenter une autorisation parentale pour acheter son arme. Qu'on joindra d'ailleurs à une déclaration, si c'est éventuellement une arme soumise à déclaration. Exemple classique, un semi-auto soumis à déclaration, nous joindrons l'autorisation parentale à la déclaration, en plus des pièces d'identité qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors il y a 2 cas de figure, soit l'arme est en vente libre non soumise à déclaration, ce qui est le cas soit d'un fusil à un coup, type monocoup, soit d'un fusil type juxta ou superposé, où c'est ce qu'on appelle avoir les armes à un coup par canon. Donc ces armes-là sont en vente libre, non soumises à déclaration. Donc nous sommes tenus de les mettre sur notre registre, mais il n'y a pas de déclaration qui s'ensuit. Ensuite, vous avez les armes qui sont soumises à déclaration. Ça concerne les armes lisses à plus d'un coup par canon, donc les semi-automatiques, et toutes les armes à canon rayé, qui peuvent être express, donc à un coup, à 2 coups, qui plof et carabine semi-auto. Toutes les armes à canon rayé sont soumises à déclaration. Et donc là, en complément des papiers qu'on vous demandera, nous remplissons une déclaration. Donc depuis 5-6 ans, c'est à l'armerie de le faire et non plus au propriétaire. Donc c'est nous qui faisons toutes les formalités et qui envoyons à la préfecture du département de votre domicile la déclaration qui vous sera retournée. Le volet définitif vous sera retourné directement de la préfecture de votre domicile chez vous, directement. Alors, concernant la longueur des canons, une petite particularité, les armes semi-automatiques, donc les 3 coups, doivent avoir une longueur, pour une question de législation des armes, doivent avoir une longueur de canon minimale de 60 cm. Tandis qu'une arme à un coup, type fusil monocoup ou juxtaposé, superposé, on peut descendre jusqu'à 45 cm. C'est le minimal légal. En dessous de ces longueurs-là, l'arme sera classée en 4e catégorie. D'autre part, on a un minima de longueur totale de l'arme qui est de 80 cm. Quel que soit le modèle d'arme, en arme longue, arme d'épaule, c'est 80 cm longueur totale minima. D'autre part, les armes autorisées à la chasse doivent être à percussion centrale, ce qui veut dire qu'une carabine 22 long rifle ou une carabine 9 mm type Flaubert sont à percussion annulaire, donc interdites à la chasse. Donc, concernant l'entretien des armes, je vais vous présenter les outils ou les accessoires à utiliser. Des choses très simples, mais qui facilitent l'entretien et qui font que ce n'est pas une corvée, au contraire, ça peut être un plaisir. À mon avis, déjà, l'incontournable, la laine d'acier,
très fine, hein, en triple 0, 4-0. Donc qu'on utilise à la fois sur les parties métalliques et bois. Vous mettez un petit peu d'huile dessus, avec simplement une burette d'huile, et vous frottez légèrement votre canon. Ça vous enlèvera toutes les traces éventuellement de doigts. Pour ceux qui transpirent, qui ont une transpiration acide et qui font oxyder le métal, c'est le meilleur tuyau que je peux vous donner pour enlever les traces et pour éviter que ça oxyde. C'est valable également pour les traces d'eau ou pour les traces de sang de gibier. D'autre part, je ne peux que vous conseiller d'utiliser la housse uniquement pour le transport. Évitez de stocker vos armes chez vous, à la maison, dans les étuis, qui ont tendance à stocker de l'humidité et avoir un effet condensation par le changement des saisons. Et souvent, vous avez des surprises. Si vous laissez vos armes dans les étuis, vous les ressortez 6 mois après. On a parfois des surprises vraiment très, très désagréables. Pour l'intérieur, on l'utilise également beaucoup à l'atelier. On enroule nos brosses métalliques, toujours avec cette laine d'acier. On l'enroule suffisamment pour avoir suffisamment de friction sans que ça bloque à l'intérieur. On met également de l'huile dessus et on passe notre brosse à l'intérieur et vous verrez que vous sortirez votre canon avec une finition miroir absolument à l'état neuf. N'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile sur les parties métalliques qui sont en friction. C'est les parties crochets là, qui sont en friction à l'intérieur de la mécanique. Tout ce qui est partie métallique en friction, mettez un petit peu d'huile, voire de la graisse, ce qui évitera des grippures. Concernant les parties bois, donc si vous avez des bois vernis, ça ne nécessite aucun entretien. Mais si vous avez un bois huilé, comme c'est le cas ici, sachant qu'on a de plus en plus des bois huilés, vous devez mettre de l'huile de lin régulièrement qui nourrira votre bois et qui l'imperméabilisera. Si vous ne faites aucun entretien sur un bois huilé, au fur et à mesure des intempéries, votre bois blanchira. Ce sera l'effet de la pluie sur le bois. Petit conseil, quand vous rangez votre arme, évitez de la laisser armée, parce que sinon ça a l'inconvénient de laisser vos ressorts comprimés en permanence, et donc ce qui peut enlever de la puissance à la percussion, voire engendrer à terme des ratés de percussion. Donc il y a plusieurs façons de les désarmer. Quand on peut, comme sur cette arme-là, on peut le faire. On peut très bien appuyer sur les détentes et fermer l'arme simultanément, ce qui fait que l'arme est désarmée, mais ce n'est pas possible, techniquement on ne peut pas le faire sur toutes les armes. Donc vous avez l'astuce d'utiliser des fausses douilles qui ont l'intérêt de permettre que vous ne percuterez pas dans le vide. Hein, parce que si on percute dans le vide, on a un risque un petit peu supplémentaire de casser un percuteur. Parce que si vous avez par exemple, l'exemple classique, un fusil comme ça, mais qui sera en mode détente, si je ferme et j'appuie sur la détente manuellement, je ne désarmerai qu'un coup. Donc dans ces cas-là, les fausses douilles sont incontournables. C'est valable aussi sur les semi-auto. Un petit peu plus d'exigence sur l'entretien d'une arme semi-automatique, à plus forte raison si elle fonctionne à empreinte gaz, comme celle-ci. Un système de piston qui régule le passage des gaz, qu'on a un perçage au niveau des canons, qui permet, par le tir de la première cartouche, de faire fonctionner le fusil par la récupération des gaz du tir. Petit inconvénient, on a le piston qui finit par s'encrasser. Et si la calamine commence à prendre de l'ampleur, elle peut à terme bloquer le piston. Le piston doit être absolument libre sur son support mâle et également dans la bague canon. Si vous avez une friction ou un frein quelconque du piston, ça peut engendrer des problèmes de fonctionnement. On peut très bien enlever la calamine, toujours également avec la laine d'acier, ça se fait très bien. Ou si vous démontez très régulièrement votre piston avec un chiffon sec, ça s'enlèvera très très bien. Ensuite, on peut très bien, sur la majorité des armes, c'est très facile par l'utilisateur lui-même, d'aller un petit peu plus loin, en enlevant le doigt de déverrouillage et en sortant le bloc culasse. Donc après, vous lubrifiez. Donc quand vous remontez votre arme, donc, qui possède un piston, bien vérifier qu'elle est libre sur son support mâle. Et quand vous avez remis votre canon en place, voilà, bien vérifier également, vous ouvrez votre culasse et vous vérifiez bien là qu'il est totalement libre de son mouvement. Et on peut finir leur montage par le devant-bois et le bouchon de monture.
bien ici, nous sommes donc au Petit Vivier, c'est un terrain de tir de la maison Vouzelot. L'objectif aujourd'hui est de déterminer quels sont les fondamentaux du tir de chasse. Et c'est pour cette raison qu'on est là sur un parcours de skeet, puisque le skeet représente la base académique du tir de chasse, avec un travail sur tous les angles, les rentrants, les sortants. On va dire un condensé de situations qu'on va retrouver à la chasse. Alors bien évidemment, le parcours de chasse représente une difficulté tout autre, puisque on est dans des situations qui laissent plus de part au hasard, alors que le skeet pas du tout. C'est une discipline olympique, donc académique. On va retrouver chaque poste, toujours pareil, les plateaux vont toujours être à la même vitesse, avec les mêmes angles, de manière à pouvoir vraiment travailler les fondamentaux de la technique, et c'est ce que je propose de faire aujourd'hui. Lorsqu'on aborde un coup de fusil à la chasse, il y a d'abord la phase préliminaire qui doit se faire de manière très courte. C'est ce qu'on appelle dans le langage technique du sport la proprioception, c'est-à-dire voir un peu le milieu extérieur, une brève, rapide et efficace analyse du milieu extérieur, de sa trajectoire, de la vitesse de l'oiseau, de l'environnement aussi, pour ne pas risquer un coup de fusil dangereux. Donc cette proprioception, c'est un élément très important à surtout ne pas négliger. Et elle sera efficace qu'à partir du moment où on est concentré. Donc à la chasse, une des clés, c'est d'être concentré. Décomposons donc ce qu'on appelle la séquence de tir. Donc avant tout, il y a une position de base, une position dite d'attente, qui doit être tout sauf compliquée. C'est une position de repos, donc elle doit être confortable, sans contorsion particulière, mais simplement les jambes légèrement écartées, les genoux légèrement déverrouillés et on appuie sur sa jambe avant. On peut aussi alternativement avoir le buste un petit peu courbé vers l'avant. Pourquoi? Simplement pour compenser l'effet du recul du fusil. Ouais. La mise à l'épaule ou l'épaulé du fusil. Il est très important d'avoir une bonne acquisition de la visée quand on épaule son fusil, à savoir une bonne conformation. Sans conformation, vous n'êtes pas bien aligné sur les organes de visée, donc il y aura une divergence entre votre ligne de mire, c'est-à-dire la bande du fusil, et la ligne de visée, le point entre votre œil, le bout du canon et la cible. Donc la conformation va vous permettre, lorsque vous épaulez naturellement dans un temps réduit, d'avoir une crosse confortable, à bonne longueur, de poser la joue et de se trouver pile en face de ces organes de visée. Ouais. En revanche, la longueur de la crosse, on ne va pas pouvoir la changer entre l'été et l'hiver. L'hiver, vous allez être plus habillé, donc il va falloir trouver un moyen pour que cette longueur de crosse idéale puisse être adaptée à l'épaisseur de vos vêtements. Et bien là, il y a une petite astuce. On va compenser avec la position de la main avant sur le garde-main. Plus vous allez avoir une position de la main reculée vers la bascule, moins vous allez être bridé au niveau de l'épaulé et plus vous allez pouvoir faire passer votre crosse pour la monter à l'épaulé. Vous allez avoir une plus grande amplitude dans le mouvement, mais aussi un petit peu moins de vitesse. L'été, vous allez pouvoir avoir une position de la main un petit peu plus en avant pour pouvoir monter votre crosse au plus juste, le plus près possible de ses vêtements et acquérir ainsi une épaulée rapide et efficace. Donc on va dire position été, position hiver. La correction, c'est toujours un grand débat. On met 1 mètre, on met 1,50 m, on met 2 mètres. Ça va dépendre de la vitesse. Il y a une règle, on va dire mathématique, mais qu'on ne va pas pouvoir calculer à chaque fois qu'on voit un oiseau. Donc je pense qu'il est important de se dire qu'il faut maintenir du rythme dans son swing. Et ce rythme, il va toujours être donné par la phase initiale de la trajectoire. Si on attaque son oiseau derrière, que l'oiseau est rapide, on va avoir du mal à le rattraper. Donc on va devoir aller vite et cet élan va vous donner la trajectoire
et la vitesse nécessaire pour passer devant. Donc beaucoup de grands tireurs d'oiseaux, quand vous leur posez la question, mais combien vous avez mis là devant cet oiseau pour le tuer si bien, si loin? Bien, la plupart du temps, ils vous diront je ne sais pas trop. Ils ne savent pas trop pourquoi, parce que c'est un mouvement naturel, efficace et rapide qui emmène vos canons devant l'oiseau et qui va vous permettre d'apporter la correction nécessaire. Donc, nous travaillons là sur un oiseau qui part de droite vers la gauche. Donc, on va dire pour moi, c'est un oiseau rentrant. On va mettre en pratique. Oui, j'épaule, j'ai rattrapé, dépassé l'oiseau avec une correction approximative d'1 mètre, mais un mouvement rapide et efficace. Je pense que dans tout coup de fusil de cette nature, il est important justement cette proprioception, on va dire la perception du mouvement extérieur, elle doit être rapide et efficace et elle doit vous donner un indicateur, un feu vert en disant voilà, c'est là qu'il faut le tirer. Parce qu'un oiseau à la chasse, il ne passera pas 2 fois. Donc laissons-nous l'opportunité de le regarder, de le saisir au vol et de le tirer. Et c'est vraiment une notion importante de réussite, c'est d'arriver à trouver cette position de confort, cette zone de confort qui va vous permettre de tirer librement et confortablement un oiseau d'une manière académique, je le répète, en attaquant derrière, le traditionnel queue, tête et pan. C'est vraiment là la clé de la réussite et ces très bons résultats, on ne peut les obtenir qu'avec une certaine régularité et une approche très académique du tir. Ouais, on monte, on prend sa trajectoire et on accélère. On accélère sans à-coup. En fait, cette accélération, elle vient naturellement par la pourchasse de l'oiseau. Ouais. Alors, voyons ce que peut donner la séquence de tir sur un oiseau dit fuyant. La situation de chasse est la suivante. On marche avec son chien devant soi, dans une plaine, et on lève un perdreau qui part, comme ça, devant soi. C'est un coup de fusil qui doit, là encore, être assez rapide, puisque plus vous allez prendre le temps, plus l'oiseau va être loin. Donc il faut une certaine efficacité dans la montée du fusil, sans précipitation. On monte son fusil, on verrouille sa joue, et avec un mouvement de faible amplitude, on vient tirer dans les... On a l'impression de tirer dans les pattes de son oiseau. Il ne faut jamais couvrir l'oiseau parce qu'on viendrait passer au-dessus. Donc, épaulé, acquisition des organes de visée, et on monte d'une trajectoire rapide mais efficace dans les pattes de son oiseau. Démonstration. Ouais. En quelques secondes, je dois être capable de monter mon fusil, d'acquérir ma cible et de lâcher. Cool. Là encore, le bénéfice de l'entraînement va vous donner le réflexe adéquat. Puisque l'oiseau part, il faut vraiment se jeter dedans. Et ça, c'est vraiment le fruit de l'entraînement qui va vous permettre d'avoir ce geste rapide et efficace. Alors ici, on se trouve entre la Beauce et le Perche, région où traditionnellement on a toujours eu beaucoup de lièvres. Alors la technique du tir du lièvre ou du lapin va être rigoureusement la même. Donc nous allons voir ce que ça peut donner sur des plateaux comme ça, qui sont au ras du sol. Alors, il est important pour ce gibier-là, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, de prendre un swing court, c'est-à-dire de ne pas attaquer son gibier trop loin derrière pour le remonter. Et là, je vais suivre mon animal sur un passage d'1,50 m à peu près, trouver une fenêtre de tir, cette zone de confort où on va attaquer son oiseau ou son gibier, le rattraper, le dépasser. Ouais, je pense que le fusil doit être une extension de votre bras. Et plus vous allez faire vos gammes avec votre équipement, meilleur vous serez. Parce qu'il va y avoir une osmose entre vous et l'arme qui va être telle qu'après,
c'est fusionnel. Vous allez mieux tirer avec votre fusil qu'avec n'importe quel fusil d'autre parce que vous le sentez, vous ressentez son poids de départ, votre crosse, vous l'avez bien dans le creux de l'épaule, vous savez, le contact, le verrouillage de la joue, vous le sentez. Et pour moi, ça, c'est vraiment très important de rester fidèle à son matériel. Vous faites l'acquisition d'un fusil, d'un bon fusil, vous avez une bonne conformation et après, à vous de travailler avec cette arme. Ça ne viendra pas du jour au lendemain, il faut faire ses gammes. Je pense je répète toujours cet exemple du pianiste, ou un musicien en règle générale, un violoniste, il va toujours mieux jouer avec son violon qu'avec le violon d'un autre. Eh bien, avec un fusil de chasse, c'est pareil. Gardez votre fusil, travaillez avec, faites vos gammes, faites-vous plaisir. Et à la chasse, sincèrement, d'un chasseur peut-être inexpérimenté, vous deviendrez un très bon chasseur si vous respectez scrupuleusement ces fondamentaux du tir et puis si vous vous entraînez.